Alors maintenant qu'on a vu les principes qui interviennent pour le fonctionnement du moteur asynchrone, eh bien on va rentrer dans une tentative de modélisation du fonctionnement de ce moteur asynchrone. Et en fait, je ne vais pas vous livrer le modèle complet, parce que le modèle complet, c'est un modèle qui appelle à des équations et avec des vecteurs dedans, donc des équations vectorielles, donc quelque chose qui est mathématiquement assez sophistiqué. Voilà, et qui décrit assez bien le comportement du moteur asynchrone. Mais en fait, il y a moyen de simplifier un petit peu ces équations quand on va fonctionner en régime permanent. Donc le régime permanent, c'est on alimente le moteur avec une sinusoïde triphasée, et puis on néglige les quelques millisecondes ou quelques dizaines de millisecondes au départ où il y a un régime transitoire. Voilà, puis au bout de une seconde, on est en régime permanent et le moteur est supposé tourner à vitesse constante avec une alimentation sinusoïdale qui est à fréquence constante, ou dont la fréquence ne varie pas trop vite, et pareil, la vitesse de rotation du moteur ne change pas trop vite, et dans ce cas-là, on sera en régime permanent. Donc le régime permanent, vraiment, réel, c'est vraiment une tension d'alimentation de fréquence fixe et d'amplitude fixe pour les trois phases du triphasé, et puis une vitesse de rotation constante. Voilà. Mais effectivement, on peut déroger un petit peu, ça marche encore, on va dire, si on a des changements de vitesse de rotation qui sont lents, ou des changements de fréquence du réseau triphasé qui sont lentes. Voilà. Et donc, on peut faire quand même pas mal de choses, et dans ce cas-là, les équations se simplifient, et elles permettent surtout de produire ce qu'on appelle un schéma équivalent du transformateur. Et c'est ça que je vais vous présenter maintenant, et c'est un schéma équivalent monophasé, c'est-à-dire le moteur est branché entre phase et neutre, puisqu'il faut alimenter, il y a trois enroulements, ou trois paires d'enroulements à 120 degrés qu'il faut alimenter par un réseau triphasé. Donc chaque paire d'enroulements est branchée entre phase et neutre, on va dire, ou tout du moins dans le câblage étoile. Et sur chacune de ces phases, on va avoir une impédance ou un schéma équivalent, voilà. Ce qui fait que au global, si on veut résumer, si on veut modéliser le moteur, il faudrait théoriquement pas mettre un seul de ces schémas équivalents, mais trois schémas équivalents identiques sur chacune des phases. Donc évidemment, on ne va pas dessiner les trois, ça ne sert à rien, on va dessiner un de ces schémas équivalents, et puis ça vaudra pour toutes les phases. Voilà. Donc quand on fait de la modélisation fine, on utilise toutes les équations de la physique, on obtient ce schéma équivalent-là. Alors, on va voir la tension d'alimentation entre phase et neutre, que je vais appeler V. Voilà, ici on va voir donc ce qu'on appelle la phase, avec un fil qui part, et ici le neutre. Voilà. Et la première chose qu'on va rencontrer dans le schéma équivalent, c'est une résistance ici, qui va être de faible valeur, puisque c'est la résistance des fils qui constituent les paires de bobines là, qui créent le champ magnétique dans le moteur qu'on a vu. Voilà. Ensuite, on a ici une première inductance qu'on appelle LM, qu'on va appeler l'inductance magnétisante. Cette inductance, que dire, c'est un peu... Non, je vais dire une bêtise. Oui, c'est l'inductance qu'on verrait si, dans le rotor, on enlevait toute la partie cage d'écureuil, s'il y avait juste la ferraille non conductrice qui amplifie le champ magnétique. Voilà. On voit comme ça. Et puis le fait de rajouter la cage conductrice, ça va rajouter, alors, vu à travers une inductance de faible valeur, alors celle-ci c'est une inductance de forte valeur, on va avoir une résistance ici. Une résistance dont la valeur va varier en fonction de la vitesse de rotation du moteur. Et la vitesse de rotation du moteur sera caractérisée par le glissement, c'est-à-dire G. Et la résistance ici, ça sera RR sur G. Voilà. Et je vous rappelle que G, on va le mettre ici, G, c'est égal à, on avait dit, oméga S moins oméga R, vitesse de rotation sur oméga S. Donc ça c'est les vitesses du champ tournant, vitesse de rotation du champ tournant, vitesse de synchronisme, et ça, vitesse de rotation du rotor. Voilà, et on voit que quand la vitesse de rotation du rotor change, G change. Ça donne ça. Et alors, donc ce qui est remarquable dans ce schéma, alors il faut donner quelques petites indications supplémentaires. Donc je ne sais pas quelles sont vos connaissances en électrotechnique, mais chaque fois qu'il y a des résistances dans un circuit comme ça, ces résistances, s'ils passent du courant à travers, elles vont consommer de l'énergie électrique. Avec des formules qu'on utilisera, qui sont de la forme RI carré. Voilà, je crois qu'on n'utilisera que celle-ci. RI carré,
dans un premier temps. Donc voilà, donc là, dès qu'on fait passer du courant dans les fils du stator, eh bien ça crée des échauffements, donc des pertes dans ces résistances-là. Les inductances, par contre, c'est des composants qui n'ont pas de pertes en interne. Voilà. Et ici, eh bien, cette résistance va consommer de l'énergie. Mais ce qui est subtil, c'est que dans l'énergie qui est consommée ici, eh bien, enfin, ça va correspondre, l'énergie consommée par cette résistance va correspondre à l'énergie qui est transmise au rotor, enfin, qui passe du stator au rotor dans la machine. Et ensuite, on verra dans cette énergie qui est transmise au rotor, comme il y a du courant qui circule dans le rotor et que le rotor, à la cage d'écureuil, a une certaine résistance, eh bien, il y a une partie de cette énergie qui va être transformée en chaleur dans le rotor, donc qui va créer encore des pertes. Voilà. Et par contre, il y a une autre partie de l'énergie donc absorbée par cette résistance qui va être transformée en énergie mécanique. Et on appellera ça d'ailleurs la puissance. Alors la puissance là, qui sera convertie, on appellera ça la puissance électromagnétique, la puissance qui sera convertie en puissance mécanique. Voilà. Alors, comment on fait d'ailleurs pour savoir là-dedans quelle est la part d'énergie qui va passer, qui va être convertie en énergie mécanique? Eh bien, bon, on va le faire au travers des formules, je crois. On va le faire au travers des formules. Allez, on est parti. Donc, on va appliquer un théorème, de l'électronique, de l'électrotechnique, qui dit que la puissance qui est consommée ici, c'est la somme des puissances consommées par tous les composants du circuit. Donc, ça s'appelle le théorème de Bouchereau. Et les composants du circuit qui consomment de la puissance ou de l'énergie, c'est RS et RR sur G. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça? Eh bien la puissance qui rentre ici, on l'a vu précédemment, si on va faire alors pour une phase, ça sera VI cos phi. Ça c'est la puissance électrique qui rentre dans le moteur. Mais si on raisonne sur les trois phases, on multiplie par 3. Voilà. Et ça c'est ce qu'on appelle la puissance électrique, consommée par le moteur. Cette puissance électrique, eh bien, elle va se répartir entre les deux résistances. Donc il va y avoir des pertes ici qui seront de la forme RS I au carré, on va noter I ou IS, ou on va le noter I. Et le courant I, c'est la valeur efficace du courant qui rentre ici par la phase. Pardon, je ne vais pas au carré, c'est I. Voilà, mais ça c'est valable pour un seul des schémas équivalents, donc si on fait sur les trois schémas équivalents, on multiplie par 3. Voilà. Et ça, on va appeler ça donc les pertes joules au stator, puisque quand de la chaleur est produite dans la résistance, hein, ça se transforme en chaleur, on appelle ça des pertes joules. Donc en fait, on les note PJS pour les pertes joules au stator. Et l'autre partie qui reste, eh bien, si on dit que le courant ici c'est IR, celui qui passe dans cette résistance, eh bien, on a RR sur G qui multiplie IR carré. Et puis on fait x3, puisque pareil, il y a trois schémas équivalents. Et ça, c'est la puissance qui est transmise au rotor. On va appeler ça PTR. Voilà. Pour transmise, P transmise au rotor. Voilà, ça donne déjà un petit peu d'informations, ça. Un petit peu d'informations. Déjà, on peut voir une chose. Alors, c'est peut-être pas évident pour vous, mais si jamais on a la vitesse de rotation du rotor qui est égale à la vitesse de synchronisme. Vous vous souvenez, on avait dit que quand c'est comme ça, en fait, il n'y aura pas de couple sur le moteur. Donc, il n'y aura aucune puissance mécanique produite. Voilà, on va le vérifier sur le schéma. Parce que si je fais oméga R égale oméga S, eh bien, ça nous donne G égale 0. Aucun glissement. Si G vaut 0, RR sur G est infini. Et si RR sur G est infini, ça veut dire que cette partie du circuit devient équivalente à un interrupteur ouvert. Ça veut dire que IR vaut 0, puisqu'il ne pourra plus passer de courant. Et donc, ça veut dire que la puissance qui est véhiculée ici est égale à 0. C'est-à-dire que dans cette expression, certes, G tend vers 0, mais IR tend aussi vers 0, mais le produit des deux tend vers 0. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de puissance transmise au rotor dans ce cas-là. C'est normal, c'est le cas où il n'y a pas de courant induit au rotor. On avait dit ça précédemment, puisque si le champ tournant et le rotor tournent à la même vitesse, eh bien en fait, il n'y a pas de vitesse relative entre les deux et pas de phénomène d'induction. On avait déjà dit ça. Donc en fait, ça se retrouve bien sur ce schéma.
C'est un peu subtil, mais ça se retrouve bien. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut décrire de tout ça? Eh bien, en fait, la résistance qui est ici, là, ça c'est la puissance, permet d'avoir la puissance transmise au rotor. Voilà. Maintenant, on sait que dans cette puissance-là, voilà, eh bien, il y en a une partie qui va partir en chaleur dans le rotor. Et ça, c'est pas très compliqué à déterminer, puisque en fait, RR, c'est la résistance des bobinages du rotor. Voilà, ou de la cage d'écureuil, du courant qui tourne dans la cage d'écureuil. Et donc, en fait, quand on veut calculer les pertes joules au rotor, puisqu'il y aura des pertes joules au rotor, eh bien, en fait, on va écrire la chose suivante, on va écrire que PJR, eh bien, ça sera égal, eh bien, au courant qui circule dans cette résistance rotorique, au carré, multiplié par la valeur de cette résistance rotorique, qui est toujours x3. Voilà. Puisque, il faut tenir compte des trois phases. Voilà. Alors, une fois qu'on est là, on peut faire une petite pirouette, c'est-à-dire que ces pertes joule rotor, je peux les transformer en... Je fais une petite pirouette d'écriture, hein. Je peux écrire que c'est 3G que multiplie RR sur G IR carré. Voilà, j'ai multiplié par G divisé par G. Alors pourquoi j'ai fait ça? Bien parce que ce truc-là, bon, on va même, attendez, je vais l'inverser ici, je vais mettre le G d'abord, et le 3 ici. Quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien ici, qu'est-ce que je reconnais, ça? Ben ça, c'est la même chose que ça. Et donc ça, c'est la puissance transmise au rotor. Et bien donc ça, c'est égal à G fois la puissance transmise au rotor. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette formule? Je vais la noter dans un coin. On va la noter dans un coin, allez dans ce petit coin. Les pertes joules rotoriques, c'est le glissement que multiplie la puissance transmise au rotor. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Eh bien, ça veut dire que du moment que le rotor va glisser, c'est-à-dire qu'il va tourner moins vite que le stator, que le champ statorique, enfin que le champ tournant, eh bien, ça va engendrer des pertes joules au rotor qui seront proportionnelles à ce glissement. Voilà. Et ça, on va appeler ça les pertes par glissement aussi. C'est-à-dire que ce moteur, je vous l'ai dit d'ailleurs précédemment, dès lors qu'il glisse, dès lors que par construction, eh bien, il va automatiquement avoir des pertes par glissement, et le glissement est nécessaire pour avoir du couple. Donc on est obligé d'avoir du glissement, et ce glissement engendre nécessairement des pertes, et donc dégrade le rendement de ce moteur. Voilà. Heureusement, en fonctionnement normal, le glissement est faible, il est de faible valeur, donc ces pertes ne sont pas trop grandes non plus. Voilà, donc ça c'est une première chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a eu cette première formule, et maintenant on va calculer la puissance électromagnétique, c'est-à-dire celle qui va être convertie en énergie mécanique. Et ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ça? Eh bien, il faut partir de la puissance transmise au rotor, qui s'exprime comme ça, hein, et il faut lui retirer les pertes, la puissance perdue en perte joule dans le rotor. Et à ce moment-là, on va obtenir la puissance électromagnétique. Alors, on va écrire ça dans un coin. J'utilise le tableau, je vais peut-être effacer ça temporairement. Je le ressortirai quand j'en aurai besoin. Je fais un peu de place au tableau. Hein. RR sur G. Alors, ce qu'on peut écrire maintenant, c'est que la puissance électromagnétique, eh bien, c'est la puissance transmise au rotor moins ce qu'on perd dans le rotor, c'est-à-dire les pertes joules rotoriques. Et comme les pertes joules rotoriques, eh bien, c'est égal à G fois la puissance transmise au rotor, eh bien, je peux remplacer comme ça. Et ça va me donner donc que c'est égal à 1 moins G fois PTR. Voilà, alors ça c'est P de N. Voilà, donc ça c'est un premier résultat. Et une autre façon d'exprimer PEM, comme c'est une puissance qui est convertie en énergie mécanique, eh bien on a vu que l'énergie mécanique c'est le couple du moteur. On va appeler ça le couple électromagnétique du moteur. C'est le couple fait par l'interaction magnétique entre le stator et le rotor. Hein.
que multiplie la vitesse de rotation du rotor. Alors je ne voudrais pas effacer trop de choses. Comme on va faire pas mal de calculs, dans un premier temps, je vais effacer le schéma, c'est pas grave. On a tiré quelques infos, je le referai quand j'en aurai besoin. Parce que sinon, je ne vais pas avoir la place sur mon petit tableau. Donc de ça, voilà, de ces deux égalités là, eh bien, on va pouvoir essayer de calculer PTR en fonction du couple électromagnétique, parce qu'on va obtenir une formule assez intéressante. Donc pour obtenir ça, eh bien, je vais écrire que ça est égal à ça. Donc j'obtiens que 1 moins G fois PTR égale CEM fois oméga R. Alors pour simplifier ça, je vais remplacer G par sa valeur tout de suite ici, parce que je sais que ça va bien se goupiller. Sinon j'aurais pu faire passer un moins G de l'autre côté, mais ça sera un peu plus commode comme ça. Donc G, on a dit que G c'était oméga S moins oméga R sur oméga S fois PTR égale CEM fois oméga R. Allez, comme j'ai pas beaucoup de place sur le tableau, ici je vais faire une réduction au même dénominateur, c'est-à-dire que le 1 qui est ici, je vais l'écrire oméga S sur oméga S directement pour pouvoir faire la soustraction. Voilà, comme ça. Et là, eh bien, il va y avoir une simplification, c'est-à-dire que oméga S moins oméga S, ça va faire 0. Donc je peux les simplifier comme ça. Et ici, il me reste moins oméga R sur oméga S. Donc ça m'entraîne que oméga R sur oméga S fois PTR égale CEM fois oméga R. Allez, il faut que j'efface des choses parce que j'ai plus de place sur mon tableau. Je crois que je vais avoir besoin... Bon, cette formule, je vais peut-être la mettre dans un coin ici. On va garder quelques petites formules. Bon, celle-ci, elle est évidente, mais c'est pas grave, c'est 3RRI R carré. Et surtout, c'est PTR égale 3RR sur G R carré. Je vais les encadrer, comme ça on ne les perd pas de vue. Et je continue mon calcul, tranquillement. Voilà, on va effacer ça. Alors, une fois qu'on est là, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je vais multiplier de chaque côté par oméga S sur oméga R. C'est-à-dire je passe ça de l'autre côté. Et bon, je vais écrire en deux lignes pour pas que trop vous perdre. Égale CEM oméga R que multiplie oméga S sur oméga R. Et là, les oméga R se simplifient. Et c'est ça qui est remarquable, c'est qu'on obtient que PTR, la puissance transmise au rotor, c'est CEM fois oméga S. Alors si on compare les deux, on peut comparer avec celle-ci, voilà. Ça c'est vraiment la puissance mécanique qui est réellement, ou électrique, qui est vraiment convertie en puissance mécanique. Et ça c'est en multipliant le couple par la vitesse de rotation du rotor, qui en fonctionnement de moteur est légèrement inférieure à la vitesse de rotation du champ tournant. Voilà. Et donc comme ce oméga S est plus grand que oméga R, eh bien, on voit que la puissance transmise au rotor est plus grande que la puissance convertie en en puissance mécanique. Voilà. Et celle-ci, c'est la puissance qu'on aurait avec le même couple si le rotor tournait à la vitesse du champ tournant et non pas à la vitesse du rotor qui est inférieure à celle du champ tournant. Voilà. C'est en gros la puissance qu'on aurait s'il n'y avait pas de glissement. Mais bon, s'il n'y avait pas de glissement, il n'y a pas de couple. Donc ça serait embêtant. Voilà, donc on peut pas. Voilà, on est obligé de vivre avec. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est ensuite on peut trouver une autre formule des paires Joule-Rotor. Puisque les paires Joule-Rotor, si je renverse cette formule-là, si je repars celle-ci, eh bien, j'isole les paires Joule-Rotor, et sans surprise, les paires Joule-Rotor, ben, c'est la puissance que reçoit le rotor, moins la puissance qui est reçue par ce rotor, qui est convertie en puissance mécanique. Et ça, si je remplace, parce que j'ai vu, ben, PTR, c'est CEM fois oméga S, et la puissance convertie en puissance mécanique, c'est PEM fois
oméga R. Et donc ça nous fait CEM que multiplie oméga S moins oméga R. Tiens, les pertes Joule-Rotor, on leur trouve une signification mécanique. C'est-à-dire qu'en fait, toute la vitesse perdue entre le rotor et le stator, voilà, et bien multipliée par le couple électromagnétique, ça nous donne les pertes Joule. Alors ce truc-là, c'est assez intéressant parce que ça peut donner une vue de l'esprit de ces pertes qui est intéressante, qui ne sera peut-être pas facile à comprendre pour vous, mais si vous voulez, en mécanique, il y a, dans un moteur de voiture, par exemple, il y a un cas où il y a une perte de vitesse, c'est dans le système d'embrayage. Dans le système d'embrayage, vous avez un disque qui sort du moteur, qui tourne à une certaine vitesse, et puis vous avez un autre disque qui vient par friction coller dessus, qui entraîne les roues, et quand on débraye, on recolle les deux, et en fait, dans la zone où l'embrayage patine, eh bien, il y a un disque qui tourne comme ça à une vitesse, alors que l'autre tourne moins vite. Et en fait, toute la vitesse de rotation perdue entre les deux disques, multipliée par le couple transmis, eh bien, c'est les pertes par réchauffement, par friction dans cet embrayage. Voilà. Donc en fait, et quand c'est comme ça, on peut aussi dire qu'il y a un disque d'embrayage qui glisse par rapport à l'autre. Voilà. Donc en fait, ces pertes-là, c'est comme si il y avait un frottement mécanique et un glissement comme on a dans un embrayage de voiture, et qui transforme toute cette friction-là en chaleur. Voilà. Donc ça donne une interprétation qui est assez intéressante, et qui montre donc que toute la vitesse de rotation qu'on perd entre celle du champ tournant et celle du rotor, eh bien, se traduit immanquablement en perte, donc en baisse de rendement. Voilà, donc ça, ce sont des premiers résultats, et on va poursuivre avec encore quelques autres résultats.